Dans cette vidéo, nous reparlerons de Dofus, mais aussi de sa suite Wakfu et de leur lore et background respectifs. Entre voyage dans le temps, culte des divinités et autres réinterprétations de l'histoire du monde des 12, nous tenterons de percer à jour le secret d'un des plus grands héros de l'histoire, Hugo l'Héliatrope. Le héros de l'ère du Wakfu, petit Héliatrope, le roi-dieu, ce jeune enfant est connu sous bien des noms, et je pense que l'on peut chercher à en trouver un autre, tout aussi mystérieux. La dernière théorie sur Dofus ayant quand même bien marché pour les standards de ma chaîne, je vous invite donc à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer de futures vidéos où je traiterai du sujet. Je vous invite aussi à vous rappeler d'être à jour sur la série Wakfu parce que nous spoilerons sans merci la fin de sa 3e saison pour tenter de conclure quel destin attend Hugo. Nous parlerons aussi de la saison 4, de ce qu'elle pourrait signifier et rester bien jusqu'à la fin parce que je crois avoir découvert un secret sur le monde des 12, un secret qui rend le culte des dieux encore plus intrigant qu'il ne l'est déjà. Sur ce, qu'est-ce qui nous attend dans la saison 4 de Wakfu et peut-être même bien au-delà de cette dernière? Trouverons-nous un secret concernant Hugo ou réaliserons-nous qu'il était sous notre nez depuis le début? Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on replonge dans le lore de Dofus et je vous démontrerai le pourquoi du comment Hugo est définitivement un dieu. Qui sont les 12 dieux? À la base, les 12 dieux qui donnent son nom au monde des 12 n'étaient que 10. Ils sont nés d'une danse entre la déesse Héliatrope et le grand dragon du Stasis, étant les premiers êtres après le peuple Héliatrope à fouler les terres d'Incarnam. Tant qu'à être là, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo où je parle de la création de l'univers de Dofus, parce que c'est un des lores les plus complets qui existent. Donc à la base, les dieux n'étaient que 10, et si on lit entre les lignes du lore, on peut comprendre que plus une divinité a d'apôtres et de suiveurs, plus cette divinité en devient puissante. C'est comme ça, par exemple, que la déesse Sacrieur est passée du rang de divinité mineure à divinité majeure, suivie de près par la déesse Pandawa. Ces 12 dieux, chacun représente une classe jouable dans le jeu, mais au fil du temps, Ankama ayant voulu se diversifier, de nouvelles classes font leurs apparitions. Et pour la plupart de ces nouvelles classes, elles vénèrent une divinité déjà présente dans le jeu sous une autre forme. Par exemple, les roublards vénèrent une autre version du dieu Sram, les obales une autre version du dieu Sadida, et les steamers vénèrent une autre version du dieu Osamodas. Ce qui divise les classes en deux catégories. De 1, les classes qui vénèrent bel et bien un dieu et lui vouent un culte, et de 2, les classes sans dieu. C'est le cas par exemple des supermages qui vénèrent un concept plus métaphysique qu'une vraie divinité, et les forgelances qui vouent un culte à une lance magique. Dit comme ça, je sais que c'est con, mais quand on le prend dans le contexte de l'histoire, ça a beaucoup plus de sens. Mais s'il y a une classe entre ces deux catégories, c'est bel et bien les Héliotropes, probablement le peuple le plus mystérieux de l'histoire de Dofus. Ils vénèrent une entité que l'on surnomme le Roi-Dieu. Mais si vous avez regardé les OAV de la série Wakfu, vous savez que ce dénommé Roi-Dieu n'est nul autre que ce cher Hugo l'Héliatrope. La création des Héliotropes. Les Héliotropes sont un peuple qui est mystérieusement apparu dans l'univers du Cosmos du jour au lendemain. Ils possèdent exactement les mêmes pouvoirs que Hugo et par extension que les Héliotropes, à savoir la manipulation du Wakfu et la création de portails. Seule différence avec leurs cousins Héliotropes, les Héliotropes sont en fait des versions de Hugo existant à travers le temps, comme des sortes de résidus temporels apparus dans une anomalie. Les Héliotropes apparaîtront quand Hugo utilisera les Sidofus Héliatropes et, à cause du surplus de puissance, il créera des doubles de lui-même qui apparaîtront temporellement à la création du monde. Ça a pour effet qu'à chaque fois qu'un Héliotrope meurt, son énergie vitale est divisée également parmi tous ses frères et sœurs, ce qui prolonge leur longévité un petit peu, mais qui gagneront aussi les souvenirs de l'Héliotrope décédé, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul en la personne de Oropo, qui jurera de se venger du roi-dieu qui les a jadis abandonnés. Et c'est ici que commence notre théorie. Voyez-vous, dans Dofus, le jeu comme pour toutes les classes, on peut se rendre au temple Héliotrope et y trouver des ouvrages qui parlent de la divinité qu'il vénère. Comme je le disais précédemment, il est très courant dans le monde des 12 qu'une divinité se présente sous une forme différente de celle qu'elle possède déjà à la base, et qu'elle soit suivie par un nouveau culte d'apôtres qui auront une nouvelle apparence et de nouveaux pouvoirs. Donc si nous nous rendons au temple Héliotrope, voici ce que l'on peut savoir sur le roi-dieu. Le dieu des Héliotropes est aussi énigmatique que ses adeptes.
Il ne ferait pas partie des 12, bien que certains pensent le contraire. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'une divinité se présente sous un autre jour. S'agit-il d'un être mortel qui a franchi les portes d'Inglorium, d'un dieu mineur qui a acquis suffisamment de puissance pour transcender des âmes et inspirer un nouveau culte? À moins que cette entité ne soit bien plus ancienne et qu'elle ait décidé de ressurgir d'une époque lointaine et oubliée de tous. Donc, le livre divin des Héliotropes donne directement l'indice comme quoi Hugo pourrait bel et bien être une autre forme d'un des 12 dieux. Et si je vous disais que j'ai trouvé ce dieu, et si je vous disais que, tout comme Tristepin est l'incarnation du dieu Yop, Hugo est en fait l'incarnation du dieu Xelor, maître du temps et créateur de la Grande Horloge. Voyons les similarités. Xelor et ses apôtres. Premièrement, si on compare les Xelor et les Héliotropes dans leur gameplay, ce sont des classes très similaires. Les classes de Dofus ont toutes 3 rôles principaux que l'on peut voir dans leur fiche de personnage. Les Xelor et les Héliotropes possèdent tous deux les rôles de placement et de dégâts, avec le placement en tête de liste, et à noter que selon le jeu, leur potentiel de dégâts est exactement le même. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, les Roublards et les Sram, qui vénèrent exactement le même dieu, ont exactement les mêmes rôles dans exactement le même ordre. Et oui, je vous l'accorde, on pourrait argumenter que les Zobal et les Sadida vénèrent techniquement la même divinité et que ce sont des rôles très opposés dans le jeu. Mais ça prouve une chose, les Héliotropes et les Xelor sont des classes très similaires. Par exemple, dans l'univers de Dofus, on sait que les Xelor sont une classe qui est très axée sur la technologie, comprenant les mécanismes comme les horloges ou les sabliers. Il est même dit dans le livre divin des Xelor que certains membres de cette classe voient ces mécanismes comme des réincarnations de leurs ancêtres. Plus dans la série Wakfu, on voit Nox utiliser sa grande horloge, tout comme le compte à rebours qui semble posséder une technologie impressionnante. Mais aussi Nox, sa technologie lui permet d'ouvrir des portails et donc de se téléporter en se dématérialisant comme le font tous les autres Xelor. Il a aussi créé le Razor-Temps, une machine de guerre capable d'envoyer des décharges de stasis. Le stasis dans l'univers du Cosmos, c'est simplement du Wakfu, l'énergie vitale qui est figée d'un point de vue matériel. Donc, développer une technologie qui lui permet de manipuler la stasis, ça implique que Nox connaît le fonctionnement du Wakfu et que sa technologie est assez avancée pour être capable de le suivre. Exactement comme les Héliotropes, qui étaient connus comme étant un des peuples les plus technologiquement avancés de l'histoire. Et donc, par extension, les Héliotropes aussi. Héliotropes, qui, je le rappelle, dans le lore, sont les inventeurs des portails Zap, ces portes magiques qui vous permettent de vous téléporter comme bon vous semble. Et sachez-le, si vous allez dans les profondeurs d'Astrub, vous trouverez un des plus vieux Zaps du monde. Ce Zap vous permettra de voyager dans le temps, dans le futur, jusqu'à la fin de l'Héliocalypse, prouvant que la technologie Héliotrope est capable de vous faire voyager dans le temps, exactement comme les Xelor ont des pouvoirs temporels. Du côté des Héliotropes, ils sont décrits par leur livre de classe comme d'excellents artisans et les Héliotropes sont clarifiés comme étant un peuple avec une technologie de pointe. Ils possédaient des technologies incroyables comme le Zénith, ce vaisseau spatial capable de traverser des années-lumière, ou bien entendu l'Héliacube. Justement, parlons-en de l'Héliacube, cet objet magique qui est capable de canaliser une quantité virtuellement infinie de Wakfu, c'est une création Héliotrope. Et la technologie Xelor de Nox est non seulement capable d'interagir avec, mais aussi de l'exploiter et de le contrôler jusqu'à un certain niveau. Pourquoi? Sûrement parce que les technologies Héliotrope et Xelor sont étroitement liées et que leur fonctionnement est assez similaire. Ensuite, au niveau des meneurs de culte eux-mêmes, il est important de noter une certaine ressemblance physique entre Hugo et le dieu Xelor. Les deux partagent une palette de couleurs similaires, mettant en valeur le bleu et les couleurs froides, et sont surmontés d'une coiffe avec des attributs cornus. Et au temple Xelor, voici ce qu'il est dit sur le dieu du temps. Sa face reste invisible, dissimulé par une coiffe cornue. Si ça vous semble familier, c'est normal parce que dissimuler son visage derrière une coiffe cornue, c'est exactement ce que fait Hugo pendant les premières saisons de Wakfu. Dans la saison 2, Hugo sera contraint d'enlever son chapeau et demandera à ses amis de ne pas le regarder parce qu'il veut garder ses ailes de Wakfu au sommet de son crâne un secret. Et même après que sa véritable apparence ait été révélée, Hugo continue de garder ses ailes un secret, exactement comme le dieu Xelor n'enlève jamais sa coiffe cornue. Il est aussi dit que Xelor arbore une apparence très menaçante pour dissuader les démons de venir jouer avec les aiguilles du temps. Ça colle parfaitement au développement de personnage de Hugo. Si de prime abord, il voit le monde à travers les yeux d'un enfant, au climax de la saison 2, il se révélera sous un autre jour. C'est du haut de ses 12 ans que Hugo condamnera Killby à une existence éternelle et solitaire. Ne me refais pas ça, Hugo! Je n'ai pas le choix, Killby. Tu es beaucoup trop dangereux. Non, je deviens fou ici, seul! Tu es déjà fou et seul, Killby. À ce moment, Hugo se montre inflexible et presque cruel avec l'Héliotrope. Exactement comme le dieu Xelor
passant la sentence sans hésiter. Et c'est pas juste une interprétation directement sur papier au temple héliotrope, il est dit que le roi Dieu prône principalement le sens du devoir, le fait de faire ce qui doit être fait. Et à noter que dans Xelorium, la dimension du dieu Xelor, on peut voir des traces de hibou un peu partout. Cet animal semble être une sorte de symbole pour le dieu Xelor. Et le hibou, c'est la forme que prend l'Héliacube quand on l'active, mais aussi c'est la cagoule que revêt Oropo, variant temporel de Yugo, qui lui aussi ne laisse pas n'importe qui voir son vrai visage. Encore une fois, démontrant que entre Yugo, ses variants temporels, et le dieu Xelor, la ligne semble très mince. Est-ce que Yugo possède des pouvoirs de Xelor? Tout commence dans un épisode de la saison 1 où Adamai, le frère dragon de Yugo, reconnaîtra la magie Xelor de Nox sur le collier de son chien. Il dira même que la magie du collier affecte sa propre magie Xelor, prouvant que Adamai, donc le frère jumeau de Yugo, est bien capable d'utiliser cette sorte de magie. Et rappelons-le, les Héliatropes et leurs frères jumeaux dragons venant du même Dofus sont étroitement liés autant au niveau émotionnel qu'au niveau des pouvoirs. Le lien entre un dragon et son frère Héliatrope est extrêmement puissant, donc si Adamai possède ce genre de magie, il est plus que correct d'au moins se demander si Yugo possède une petite parcelle de ce pouvoir. Entre-temps, les Héliatropes et les Héliotropes, leur pouvoir principal, ça reste les portails. Mais à la fin de la saison 1 de Wakfu, Yugo, boosté par l'Héliacube, parviendra à téléporter l'horloge de Nox sans ouvrir une seule porte de Wakfu. Se dématérialisent et ils sont transportés au sommet du mont Zénith. Il parviendra à réutiliser ce pouvoir dans les OAV de Wakfu où il sera capable de téléporter une montagne complète dans l'espace. Du côté de Nox, il sera impressionné et ne croira pas que Yugo est capable de résister à ses pouvoirs sur le temps. Et regardez bien cette scène, non seulement Yugo est capable de résister au pouvoir sur le temps de Nox, Nox qui est un Xelor très puissant, mais en plus, le Xelor lui-même ralentit. On pourrait argumenter que c'est simplement une façon pour les scénaristes de permettre à Yugo d'avoir son monologue intérieur, mais et si c'était en fait l'éveil de ses pouvoirs de dieu temporel? Mais maintenant, parlons des dangers de ces pouvoirs. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les Xelor sont recouverts de bandelettes? Eh bien, je vous l'annonce, la réponse à cette question, on la trouve évidemment au temple Xelor. En fait, les Xelor se recouvrent complètement par précaution. Il est dit que pendant un saut temporel, si une partie du corps de l'utilisateur de magie est exposée, ça peut avoir de lourdes conséquences. La partie du corps exposée peut ne pas voyager dans le temps à la même vitesse que le reste du corps. Et oui, je vous l'accorde, Yugo ne voyage pas directement dans le temps, mais l'utilisation d'un grand pouvoir très compliqué qui engendre de lourdes conséquences. C'est exactement les circonstances dans lesquelles Yugo a créé les Héliotropes, en voyant des reflets de sa propre personne à travers le temps, condamnant ces jeunes âmes innocentes à une existence tragique. Comment Yugo est devenu le dieu Xelor? L'histoire de Yugo, avant tout, c'est une histoire d'héritage et de responsabilité. Plusieurs fois dans la saison 3 de Wakfu, on verra Yugo regretter le sort de Nox et de Killby, mais aussi des responsabilités qu'il n'a jamais prises en tant que dieu des Héliotropes. Dans le trailer de la saison 4, on voit une version adulte de Yugo se faire vénérer par ce qui semble être les enfants Héliatropes piégés jusque-là dans une autre dimension. Donc, de deux choses l'une. De une, Oropo est mort à la fin de la saison 3 et Yugo est celui qui a hérité de son énergie vitale, mais aussi de ses souvenirs, ce qui implique qu'il a les souvenirs de tous les autres enfants héliotropes avant lui. Ce qui, selon moi, pousserait Yugo à prendre ses responsabilités. Il n'a peut-être pas pu sauver les héliotropes, mais rien ne l'empêche d'apprendre de ses erreurs et de sauver les enfants héliotropes qui étaient jusque-là prisonniers d'une autre dimension. Et regardez ça, on voit justement les enfants héliotropes apparaître dans le trailer de la saison 4 au Royaume Sadida et peut-être même vénérer Yugo. Et de deux, ça implique que ces enfants héliatropes vont vouer un certain culte à Yugo et gagner de la puissance avec un culte grandissant. On disait en début de vidéo que c'est comme ça que les dieux deviennent plus puissants. En fait, c'est exactement comme ça que la déesse Sacrieur a pu prendre sa place en tant que déesse majeure. Et c'est peut-être ça qui attend Yugo, le fait que sa nouvelle puissance grandissante et ses responsabilités lui feront prendre conscience qu'il doit revendiquer sa place en tant que dieu des héliatropes. Pour ce qui est du dieu Xelor, je pense que, après la fin de la série, peut-être des millénaires après, parce que rappelons-le, Yugo est immortel, il portera encore le poids de la culpabilité. Non seulement envers les héliotropes, mais aussi envers Nox, parce que rappelons-le, le sort de l'horloger attriste Yugo. On voit même que ça le ronge l'intérieur dans la saison 3. Et du temps pour penser à ça, Yugo, il va en avoir. Déjà qu'à la base, il vit pas très vite à cause de son sang de dragon. Et bien là, je rappelle qu'il a récupéré l'énergie vitale et les souvenirs de tous les héliotropes ayant jamais existé. Ce qui fait que, d'un point de vue temporel, Yugo est simplement immortel. Je pense donc que Yugo, après une bonne prise de conscience de quelques millénaires, serait capable de retrouver de la magie et technologie ancienne héliatrope et de remonter le temps jusqu'à l'aube du monde des 12.
Ici où il prendra finalement ses responsabilités en tant que Dieu pour guider le peuple qu'il a un jour oublié. Pour justifier son changement d'apparence, j'ai deux hypothèses. De un, le dieu Xelor semble physiquement endommagé, il lui manque même un bras. Plus tôt, on disait que si un Xelor voyage dans le temps et ne prend pas assez de précautions physiques, une partie de lui-même peut être perdue à travers le temps. Je crois que, en faisant son saut temporel, Yugo manquera de précautions et il en paiera le prix fort. On peut même dire que ça lui coûtera un bras. Littéralement. Ouais, non, je vous l'accorde, elle était douteuse celle-là. De deux, le trailer de la saison 4 nous montre très clairement Killby, qui jusqu'aux dernières nouvelles était enfermé dans la dimension blanche, seul. À la fin de la saison 3, le monde des 12 et l'univers qui l'habite est détruit. Mais la dimension blanche pourrait très bien être intacte, ce qui implique que Killby a survécu à l'explosion. Et encore une fois, on peut voir les enfants héliotropes dans le trailer. Et je le rappelle, pour accéder à la dimension où ils sont prisonniers, Yugo doit passer par la dimension blanche, impliquant que Killby pourrait bel et bien revenir. Killby est à un point où son seul vrai désir, c'est de se venger de Yugo. Yugo qui l'a détrôné et qui l'a enfermé dans une prison interdimensionnelle. Et rappelons-le, à la fin de la saison 2, on apprend que le combat entre l'héliotrope maléfique et Yugo et Faeris, c'est là que Killby a perdu son bras. Ce serait tout à fait le genre de Killby de vouloir se venger d'une façon dramatique, en prenant à Yugo son bras, comme lui et Faeris lui ont jadis pris le sien. Au final, je crois que Yugo, affublé de sa nouvelle apparence, remonterait le temps jusqu'à l'aube des héliotropes pour pouvoir les guider. Héliotropes qui sont décrits dans leur livre de classe, encore une fois, comme plus anciens que l'horloge du temps du dieu Xelor elle-même. Grande horloge qui est basée sur le battement des 6 Dofus primordiaux pour réguler le temps, et honnêtement, une vidéo complète sur cette horloge, ça pourrait marcher. Le point étant que Yugo, affublé de sa nouvelle apparence, va remonter le temps jusqu'avant la création des héliotropes, avant la création de la Grande Horloge, qu'il se rendra compte de ses nouveaux pouvoirs, mais aussi de ses nouvelles responsabilités. Responsabilité de guider non pas un peuple, mais deux, limitant les dommages des anomalies temporelles qui plongent le monde des 12 dans le chaos, établissant Yugo comme le gardien de la timeline, tentant de réparer ses erreurs commises dans le futur, à moins que la vérité ne soit encore plus sombre. Et si Yugo, devenant le dieu Xelor, tentait d'aider les gens comme Killby et Nox? De prévenir les dangers comme le chaos d'Ogrest ou l'héliocalypse. Et si Yugo était en fait un dieu coincé dans sa propre boucle temporelle, condamné éternellement à regarder un double de lui-même, reproduire les mêmes erreurs pour à son tour devenir le dieu Xelor et réaliser trop tard que le temps n'est qu'un cycle qui se répète à l'infini. Donc Yugo, jeune héliatrope, dieu du temps ou coincé dans une boucle temporelle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche au passage. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle encore plus de Dofus. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.